Rebonjour. J'ai même pas besoin de me tourner pour savoir avec qui je suis. Quand je vois cette salle pleine à craquer, je sais que je suis avec François Descraques. C'est fait exprès le jeu de mots ou même pas? Non, j'apprécie. Même pas. Donc je suis effectivement avec le maître Jedi de la web-série française. Ou le maître du mal, on sait pas. Peut-être, surtout avec la nouvelle série que tu vas présenter tout à l'heure, peut-être, effectivement. Pour le cas où il y en aurait d'entre vous qui auraient vécu dans une grotte ces 20 dernières années, créateur, réalisateur du Visiteur du Futur, qui est quand même la Bible de la web-série en France, et qui ensuite a poursuivi... On est si vieux que ça, on parle de Bible, on parle... Attends, j'en ai d'autres. Hein. J'avais la grotte, tu vois, je suis on va bientôt arriver à l'époque contemporaine. C'est pour ça que j'ai mal au dos, en fait. Et donc aussi créateur, réalisateur des opérateurs. Avec Sylvain Baptiste Béroun, qui est ici, qui ne veut pas qu'on le montre, mais il est là. Qui en plus est parti. Voilà. Voilà. Alors, juste pour rentrer dans le sujet du débat aujourd'hui, qui est du web à la télé, et je crois que tu es la personne parfaite pour parler de ça, parce qu'en fait, quelque part, tout ce que tu as fait sur le web très vite eu une connexion avec la télévision. En fait, dès la première saison du Visiteur du Futur, vous aviez eu une diffusion sur No Life à l'époque, là-dessus. Après, il y a eu des producteurs qui sont venus dans le jeu. Ensuite, il y a eu France Télévisions qui est venu là-dessus, et qui là, je crois, a donné plus de moyens encore pour faire les dernières saisons du Visiteur du Futur. Et ensuite, cela t'a amené à collaborer avec, notamment avec France Télévisions Nouvelles Écritures, et avec Studio 4 pour ces prochaines. Quel est ton point de vue sur ce rapport entre le web et la télévision? Alors justement, c'est un truc que je voulais dès le départ nuancer, notamment par rapport au titre du web à la télé. Pour moi, c'est pas ça le but qu'il faut se mettre. C'est pas genre on fait un truc sur internet dans le but d'aller à la télé. C'est pas du tout ce qu'il faut. Surtout maintenant, ça a de moins en moins de sens. Je pense que ça aurait pu être du web à la télé au web à la télé. Enfin, c'est des allers-retours. Et chaque format, chaque média a ses avantages, ses inconvénients, mais il ne faut pas se dire que Internet est l'entraînement pour aller enfin faire des trucs bien, soi-disant, à la télé. Il ne faut pas voir ça comme ça, et moi, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, chaque format, chaque média, je le prends quand on me le propose, mais j'ai pas, on va dire, un agenda en me disant « Ok, je fais ça sur Internet parce qu'après, j'espère que la télé va bien me voir ». Et surtout, le Visiteur Futur, à la base, je l'ai fait en réaction à la télévision, parce que moi j'ai commencé à être auteur à la base, il y a 7 ans, 8 ans, auteur pour des séries en développement qui ne se faisaient jamais. J'ai pu voir le processus de télévision et j'ai pu le subir et me dire putain c'est compliqué, c'est frustrant, toutes ces bonnes idées qui ne se font pas. Du coup j'ai fait le Visiteur Futur pour me dire je vais faire mon truc dans mon coin et personne ne le regardera et ça sera très bien. Du coup ça a été vu, du coup France Télévisions qui commençait à expérimenter des trucs sur internet l'ont vu et on dit ok on va le mettre. Et après ça a été remis à la télé, mais c'était en voulant faire l'inverse de le mettre à la télé que ça a fini à la télé. Donc comme quoi il ne faut pas trop se mettre on va dire voilà, des étapes comme ça dans ce milieu, et surtout à l'époque dans laquelle on vit, où tout est en train de changer, où la télé, 90% des gens ici regardent la télé sur internet en fait, ou sur des trucs de replay ou d'autres façons. Donc ça n'a même plus comment dire, le sens hiérarchique qu'il y aurait pu avoir avant, quoi. Toutefois, quand tu as rencontré justement ces gens de la télé, est-ce que ça a représenté pour toi une nouvelle phase en termes d'écriture, en termes de moyens En fait, en termes d'écriture, pas tant que ça, puisque quand ils sont venus nous voir pour le Visiteur du Futur, j'avais déjà fait 2 saisons autoproduites. Et donc l'avantage, quand tu fais 2 saisons autoproduites par toi-même, c'est que personne ne peut te dire voilà comment tu dois faire ta série, puisque tu l'as déjà faite. Donc c'est pas comme quand tu fais un pilote ou quand tu as une bible de série nouvelle où c'est impossible de savoir quel va être le résultat. Donc en gros chacun met son grain de sel en disant ouais vous allez faire ça, vous allez faire ça et tout. Là on avait déjà 2 saisons, on avait fait nos preuves, donc ils n'avaient pas on va dire quelque chose à dire là-dessus quoi. Et ça a été l'avantage de l'autoproduction, l'avantage d'être pauvre, c'était ça. Après en termes de moyens, oui et non, dans le sens où c'est sûr que ça crédibilise un peu, ça donne un appui financier, mais au final, c'est progressif ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été du jour au lendemain, ça a tout d'un coup, on est en Cadillac et tout ça, pas du tout. Enfin, ça a été vraiment par étapes et surtout, c'était émergent. C'est-à-dire que
l'économie des fictions sur Internet n'existe pas encore à 100%, donc il y a toujours des sacrifices à faire, et donc tout ce qu'on a appris dans nos années d'autoproduction, tout ce système D, nous a servi justement parce qu'on n'a pas eu une production du jour au lendemain qui nous a permis de résoudre tous nos problèmes. Justement, on doit toujours et encore résoudre des problèmes par le système D, par ce qu'on avait appris avant sans argent. Est-ce que les télévisions, quand elles viennent te voir, est-ce qu'elles ont des exigences particulières? Est-ce qu'elles ont des espérances aussi particulières par rapport à ce que tu fais? Ben en fait, ça dépend parce que il faut bien différencier Studio 4 de France 4, qui sont deux entités voisines mais différentes. D'ailleurs, ils ne sont même pas dans le même bâtiment, donc c'est très différent. Et Studio 4, c'est vraiment une entité internet qui est basée vraiment sur le fait de faire des web-séries de fiction. Donc avec eux, ils ne demandent pas grand-chose puisque ce qu'on fait correspond à leurs besoins. Donc avec eux, c'était continuer à faire des web-séries, etc. Et donc on n'a jamais eu vraiment de demande spéciale par rapport à ça. Peut-être oui, ils lisent les scénarios, des fois. Le seul retour que j'ai eu de Studio 4 pour la saison 4 de l'Histoire du Futur, on leur avait montré genre un épisode, et à un moment il y a un plan où il y a le docteur Wanda Christafold qui regarde les seins de la reine, et où elle a un médaillon, et je montre l'épisode et ils font on comprend pas assez, qu'ils regardent, il faudrait peut-être allonger le plan sur les seins. Voilà, c'est le seul truc que j'ai vu comme j'ai fait, ok. Donc au final, il n'y a pas d'exigence d'édito, etc. Surtout Studio 4 qui expérimente dans tous les sens. Ils font des trucs SF, pas SF, trash et tout, donc avec eux, il n'y a aucun souci. France 4, c'est quand même une chaîne de télé qui est dans un groupe, etc., qui a des habitudes, donc forcément ils ont aussi, même s'ils sont très ouverts, et c'est peut-être la chaîne la plus ouverte au concept de SF, etc., ils font HeroCorp. Eux par contre, oui voilà, il y a des formats, c'est 26 minutes, ça doit ressembler au final à un truc de télé, mais ça reste quand même très varié, quoi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que mon expérience à la télé correspond à des gens qui sont pas la norme à la télé. Et est-ce qu'il y a une pression aussi de la part de cet environnement audiovisuel, je dirais, dans le sens où on te dit « Ah tiens, mais t'as fait le Visiteur du Futur, pourquoi tu fais pas un long métrage? Pourquoi tu fais pas une série télé? Pourquoi tu passes pas à plus ?» Ou est-ce qu'au contraire, le fait de faire de la web-série, ça suffit à lui-même et on t'accepte en tant qu'auteur de web-série? Alors ça dépend des gens, c'est vraiment très binaire. J'ai eu le droit à plusieurs types de réactions, surtout au début où vraiment, oui, il y avait eu de la part des gens de la télé, alors pas forcément des producteurs, mais plus de la part d'autres scénaristes de télévision, il y a forcément pas une ascendance, mais une façon de me considérer comme étant oui, c'est rigolo ce que tu fais, tu t'amuses avec tes amis, c'est bien, un jour tu feras des vrais trucs, tu vois. Et ça je l'ai eu beaucoup au début. Et bizarrement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, et après tu as des gens, des producteurs, qui viennent te voir et qui te considèrent comme un professionnel. Et moi, quand quelqu'un vient me voir, quelqu'un du milieu, je sais jamais s'il va me parler de haut en me disant « Ouais, ce que tu fais c'est rigolo mais c'est pas un vrai métier », ou s'il va me dire « Oui, on a besoin de toi pour une série et faire ce que tu sais faire ». Donc c'est très binaire en fait, c'est soit l'un soit l'autre. Après, on va passer aux questions du public parce que je suis persuadé que tout le monde est venu ici pour te poser des questions, mais j'ai une question personnelle. Est-ce que tu as conscience que le Visiteur du Futur, c'est très connu à l'étranger? Pas du tout. Je sais juste qu'en Russie, on a bizarrement des fans en Russie, ils ont fait des sous-titres russes. Il y a même toute la saison 1 qui a été redoublée en russe, c'est très bizarre. C'est aussi bien, voilà. Mais surtout qu'en plus, la saison 1 ressemble à une série russe, en plus, enfin une vieille série russe des années 80. Donc voilà, mais sinon, je vois pas trop, j'ai pas l'impression, c'est regarder. Quand tu dis à l'étranger, c'est quoi pour toi? L'Amérique du Sud, notamment. L'Amérique du Sud, sérieux? Oui. Putain. La série très connue en Amérique du Sud. Sérieux? Enfin, très connue. Dans un certain milieu, bien entendu. Tu nous invites en convention à Rio, hein, on y va. Voilà. On est chaud. Des questions pour François? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ouais. Un micro? Bonjour. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez allé sur le web parce que c'était un peu compliqué, que tous les projets n'aboutissaient pas. Est-ce que maintenant c'est le cas aussi sur le web? Que certains projets n'aboutissent pas en fait? En fait, c'est-à-dire qu'en gros, genre, même si on est sur Internet, qu'on on a toujours les mêmes problèmes de production, etc. Moins qu'avant, c'est-à-dire qu'avant, de devoir expliquer à quelqu'un, pour moi, je n'imaginais pas expliquer à des gens que je faisais une série d'un mec qui vient du futur, c'était impossible.
Donc j'ai dû le faire moi-même parce que je voulais même pas avoir la honte de l'expliquer devant quelqu'un d'autre. Maintenant tu peux. Maintenant, bizarrement, les gens sont plus ouverts à ça. Après, c'est une question de budget aussi. C'est que tout dépend de combien tu demandes. Et nous, on a évolué, et plus on évolue, plus on est un peu ambitieux. Donc forcément, d'un côté, on a plus d'argent, mais en même temps, on doit fournir plus de contenu, avec une meilleure image, avec des meilleurs moyens, enfin, un meilleur rendu, je veux dire. Et donc finalement, on a pas tant de moyens que ça par rapport à ce qu'on a besoin de faire, quoi. Donc tu te retrouves toujours, quand il arrive, à un peu galérer et tout. Moins qu'avant, c'est sûr. Et surtout que maintenant, ouais, on vit dans un monde où Internet, alors, je dirais pas que c'est rentable, mais ça pue moins qu'avant. C'est-à-dire que les gens ils disent pas « Ah, tu as Internet, voilà ». T'en as quelques-uns qui font ça, mais globalement, maintenant, ça devient une source de « Ah, ça peut m'intéresser parce que j'ai vu qu'il y avait des millions de gens qui pouvaient regarder un contenu ». Donc c'est ça qui a permis à des trucs comme Moustache, Bagel d'exploser aussi, tu vois. C'est que maintenant, ça existe, on n'a pas à le prouver. Avant, on devait l'imaginer. Avant, on devait parler d'un truc qui n'existait pas. Et c'est ça qu'on faisait au début, avant de faire French Nerd avec Slim. On avait le projet de faire une web télé, on va dire. Alors, c'est une sorte de plateforme avec des sketchs réguliers et tout. Et les gens, ils ne comprenaient pas, quoi. Ils disaient, mais qui va regarder ce sera combien de gens? Et nous, on ne savait pas, on ne pouvait pas leur dire, ce sera des millions. Parce qu'on ne savait pas que ça n'existait pas d'avoir des millions de gens qui regardaient des contenus en 2008, tu vois. Et maintenant, c'est même normal. Tu vois, c'est ouais, des millions, ouais, ok. Tu vois. Donc, les antécédents font que maintenant, on passe moins pour des cons. Voilà. Il y a un an de ça, tu as lancé French Bowl. Avec Slim, Raph, Florent et Mathieu Poggi. Ouais. Et si j'ai bien compris, c'était au départ une expérience sur une année? En fait, nous, on prend toujours comme point de départ qu'on fait que ça pendant un an et on se met pas, on va dire, des espérances de fou. Donc voilà. D'accord. Et là, l'année est terminée? L'année est terminée et on fait l'année 2. Et donc, ce qui va ouvrir le bal de l'année 2, c'est Rock Macabre, que je vais vous présenter à 18h15 à la grande salle Melty. Si vous êtes là, c'est cool. Voilà. Mais il y aura peut-être d'autres choses et on en parlera tout à l'heure. Je fais un teasing pour la conférence d'après. Okay. D'autres questions? Oui, là-bas. Oui, excusez-moi. J'ai cru comprendre que pour French Bowl, c'était Endemol qui vous produisait. La première question... C'est une coproduction entre Endemol et notre boîte de prod, French Nerd Production. Et donc la première question que j'avais, c'était quelles étaient les contraintes qu'ils vous donnaient. Et la deuxième question, je pense que vous suivez tout ce qui s'est passé, notamment sur les financements participatifs. On a vu avec Noob là-bas, puis hier avec Karim Debache, voilà, qui a tout explosé. Est-ce que vous y pensez aussi pour la suite? Alors, on y a toujours pensé plus ou moins, mais c'est une option qu'on ne veut pas utiliser comme ça automatiquement, tu vois. Donc là, nous, on a de la chance d'avoir justement des boîtes comme Endemol ou avant comme Ankama qui peuvent mettre de l'input, etc., qui ont du réseau, qui mettent des moyens à disposition. Et avec la liberté, donc ça répond à ta première question, on n'a aucune demande d'Endemol. La seule demande qu'on a, c'est surtout une demande purement de budget et de nombre de vidéos à faire dans l'année. C'est ça qu'on parle là-dessus. Et après le contenu, full liberté. C'est-à-dire qu'on arrive avec le contenu, on dit on veut faire ça, sachant qu'en plus, c'est là où en plus c'est difficile pour eux de s'adapter, c'est qu'on leur dit voilà ce qu'on sait faire, voilà ce qu'on sait, ce qu'on va faire pendant la moitié de l'année, l'autre moitié on verra. Donc ils doivent se projeter là-dedans, budgétiser, etc. et c'est compliqué pour eux. Et franchement, enfin, je ne vais pas faire la pub d'Endemol, ils n'ont pas besoin de ça de toute façon, mais je veux rassurer les gens sur le fait que tout ce qu'on a fait avec eux, c'est comme pour Ankama, c'est une liberté totale, une confiance, et pour l'instant, tout se passe bien, quoi. Et après, pour le crowdfunding, on verra si un jour on a besoin de ça. C'est sûr que le crowdfunding, ça a deux niveaux d'aide. C'est l'aide financière, certes, mais c'est aussi une aide de promotion. Et ça peut aider, par exemple, si on a un projet de film et tout, etc., mais qui est compliqué, qu'il y a des gens qui viennent du cinéma mais qui s'en foutent d'Internet, qui disent ouais, ça va pas forcément marcher. Le crowdfunding peut interpeller les gens du cinéma, parce que ça leur parle une langue, les dollars. Donc là, au moins, on peut leur parler avec ce genre de tout, dire il y a des gens qui sont capables d'investir dedans, etc. Mais on ne peut pas le faire automatiquement si on n'a pas de raison de le faire, quoi. Le résultat de l'expérience, vous êtes amusé, tout s'est bien passé? Il n'y a eu aucune mauvaise expérience sur French Bowl, j'ai l'impression, de mon côté et tout. Ça a été vraiment très agréable, un peu stressant parce qu'on devait fournir beaucoup de vidéos, parce qu'on devait se mettre dans un bain de vidéos par semaine, chose qu'on ne pourra pas faire cette année.
Voilà. Mais on l'a fait au moins une fois, on est content. Et non, c'était vraiment super. J'ai pas de mauvaise expérience pour l'instant. Il n'y a pas un moment où on se lasse comme ça est-ce qu'on rentre dans une routine? Est-ce qu'on rentre dans quelque chose comme ça C'est pour ça qu'on fait des concepts différents à chaque fois. C'est que si on devait faire à chaque fois la même émission ou la même série sans se renouveler, oui, on pourrait se lasser. Là, justement, le French Ball nous permettait, dans French Ball, l'année 1, on a fait, je sais pas, peut-être 20 trucs différents, 20 concepts, des trucs qui reviennent, d'autres qui reviennent pas et tout. La Rock McClub, c'est un nouveau concept. Donc c'est sûr qu'on se lasse pas en termes de... On s'ennuie pas, c'est sûr. Comment vous travaillez dans chez Frenchner de production? Vous travaillez en collaboratif, tous ensemble, ou est-ce qu'il y a chacun avec une tâche déterminée pour chaque projet? Globalement, on est 3 auteurs réals avec donc Slim et Raph. Où on va être plutôt les générateurs d'idées, mais on fait quand même des réunions et Florent et Mathieu Koji ont aussi beaucoup d'idées, et en plus cette année justement on essaye de faire en sorte que cette année que ce soit Flo ou Mathieu, qui sont de base surtout comédiens, proposent des projets plus personnels qui viennent d'eux, quoi. En termes de fiction et tout. Donc c'est un truc qu'on va essayer de tenter cette année, et on va voir comment nous on peut les aider avec notre expérience, et sachant qu'ils seront toujours en famille, quoi. Et sinon, ouais, globalement, ça dépend des cas. Bon, Slim, pour la théorie des balls, il avait une idée de base, etc. Et il a demandé à moi et Raph de participer très tôt à l'écriture, au moins de la structure, et après pour lui reprendre les dialogues. Pour Rock Macabre, ça s'est fait différemment. J'avais déjà écrit des scénarios et je les ai envoyés, ils m'ont fait des retours après. Des fois, il y a une idée qui va venir d'un brainstorm, c'est-à-dire qu'on va être ensemble en mode repas et on va dire « Ah, j'ai une idée par rapport à ça » et l'idée va naître ensemble. En fait, on a fait chaque fois c'est différent en fait, en fonction des projets. Soit quelqu'un a une idée très précise, soit quelqu'un a juste une blague qui ne sait pas si ça va donner quelque chose et on la trouve ensemble, ça change à chaque fois, quoi. D'autres questions? Là-bas. Tu t'es passé du web aussi, tu as fait de la télé. Est-ce que maintenant le cinéma serait pas un truc qui te tente après? Ça m'a fait. Moi, je fais partie de la génération qui a grandi avec le cinéma et la télévision. C'est-à-dire que ce qui m'a donné envie de faire des choses, c'était le cinéma. Et après la télévision, dans cet endroit-là. C'est-à-dire que quand tu grandis dans les 80-90, tu vois surtout des films. Et les séries télé ont commencé à être bien à partir de X-Files. Et là, tu commences un peu à t'intéresser à la télé, l'écriture télé. Donc forcément, ça fait partie des trucs que je rêvais de faire. Mais tu vois, par exemple, il y a 10 ans, je t'aurais dit oui, c'est mon but premier. C'est mon but premier de faire des films parce que j'ai grandi avec ça. Maintenant, je me rends compte que j'ai possibilité de faire des sortes de films qui sont vus par des gens, même des fois qui sont vus par plus de gens que des gens qui vont en salle, avec mes amis, dans des univers fantastiques que je pourrais pas forcément faire au cinéma. Donc finalement, je me rends compte que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'état du cinéma français, ma place, elle est bien là où je suis. Si un jour le cinéma français change un peu, etc., et ça va le faire, je pense, notamment grâce à d'autres gens qui font des films en ce moment. Je sais que le Palmacho, un vrai film de cinéma qui va sortir, et là, ça va peut-être changer la donne. Parce que le Palmacho, ils sont entre les deux, entre web et télé, et tout, etc. Et si ça marche, c'est simple. Si vous voyez un film de cinéma avec des gens plus ou moins d'internet, allez le voir. Ce sera bien pour tout le monde. On a tous souffert un peu bizarrement du backlash qu'il y a eu avec Norman, qui n'était pas du tout de sa faute, où il était comédien d'un film qui a été vendu comme étant le film de Norman, et donc après les gens ont dit ça sert à rien de faire des films avec des gens d'internet, ce qui est absurde, puisque ça n'avait aucun rapport, et ils ont pas fait la différence entre un comédien qui joue un rôle et on va dire un mec qui fait son propre film et tout. Alors que si un film défonce, alors il y a eu quand même les Kaira qui était une sorte de web-série qui après est devenu un film, ça a marché et tout, mais s'il y a des films comme ça qui marchent, il y en a un qui marche, il y en aura 10 dans l'année et nous on pourra peut-être se greffer dedans, quoi. Donc allez voir les prochains films, vous voyez des gens sur internet s'il vous plaît. D'autres questions? Ici? Du coup, vu qu'on parle film, est-ce que ça vous tenterait pas
de voir pour le sortir directement, être l'un des premiers à sortir directement son film sur le web. Je suis pas le premier. Enfin, moi, je sais que c'est sur Recalc les premiers. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait, mais vraiment. Non, mais c'est ça, c'est que. Non, mais sérieusement. Mettre un long métrage vraiment travaillé. Mais t'es pas au courant, mec, que le film sur Recalc, c'est ça, c'est exactement ça. Ils vont faire le premier film pour Internet. Donc, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, en fait, c'est marrant parce qu'avec le Visiteur Futur, nous, on le faisait par épisode. Mais genre, la saison 4, c'était comme un film, mais dilué. Eux, ils se sont dit, on va faire la même chose, mais en une vidéo, quoi. Et ils ont vraiment du mal à accepter le fait de dire est-ce que c'est un film ou pas un film. Et c'est normal qu'ils aient cette hésitation parce qu'on vit à une époque où on sait plus maintenant, tu vois. T'as des trucs sur Internet qui vont peut-être au cinéma, vice-versa, etc. Donc c'est compliqué. Donc c'est en train d'être fait. Et si le film marche, et il a marché, et ben il y en aura d'autres. Donc voilà, quoi. C'est une tendance, hein, quand même, je dois rajouter dessus. C'est vrai que c'est une tendance. Beaucoup de distributeurs et de diffuseurs actuellement travaillent sur cette notion de web cinéma. Voilà, c'est-à-dire le e-cinéma, c'est le nouveau terme qui est apparu cette année, par exemple, qui est pas du. Alors, c'est pas sur Internet dans le sens YouTube. C'est-à-dire, il y a le e-cinéma, alors j'y connais rien pour l'instant, c'est un truc de VOD, en gros. Et c'est sûr que ça peut devenir une nouvelle façon de faire des films, parce que ce qui coûte cher, c'est la promo et louer les salles. Et on se rend compte que des fois, c'est ça qui fait que ça coûte cher et que c'est pas rentable. Et si tu enlèves ce paramètre-là, tu peux faire la même chose, mais déjà pour moins cher et plus vite. Donc ça peut être une nouvelle révolution, en tout cas on est en train de voir ça émerger. Tout à fait, mais ça va nécessiter aussi une certaine écriture, une écriture particulière pour ce genre de produit. On ne va pas pouvoir faire exactement ce qu'on fait au cinéma, sur le web. Les conditions déjà les conditions de visionnage ne sont pas du tout les mêmes, et les conditions aussi d'accès sont pas du tout les mêmes, mais effectivement c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Il y avait une tendance il y a quelques années qui était aussi les scénarios de long métrage qui avaient été refusés par tout le monde. Oui, Donc les gens disaient je vais faire une web série avec, c'est-à-dire je vais couper mon scénario, toutes les 3 pages il y aurait un épisode. Ça n'a pas du tout marché, parce qu'en fait il y avait généralement 2 épisodes où il se passait rien. C'est ça, ça c'est une très bonne réflexion, c'est que écrire un film, quand tu fais un film, tu es dans l'expectative que la personne est assise pendant 1h30 et va pas forcément se barrer. Alors que quand tu fais une web série, toutes les 5 minutes la personne se barre, puisque se déconnecte. Et donc, écrire une série, et c'est pour ça que le Visiteur Futur, la saison 4, a été compliqué à écrire à ce niveau-là, parce que c'était écrit comme un film, mais il fallait que dans les 13 premières minutes, il se passe l'équivalent d'une demi-heure normalement dans un film. Sinon, on se dit, on a eu. L'erreur, c'est de faire un premier épisode qui est en fait un prologue. Et en fait, et ça c'est une écriture différente qui est très série justement, c'est ce que tu apprends en voyant des séries, c'est que tu regardes finalement quand tu regardes une série, même une bonne série, tu regardes que le premier épisode c'est pas juste une introduction, c'est un épisode, c'est-à-dire qu'il a le prototype en lui de tous les autres épisodes. D'autres questions ? Est-ce que tu arrives à te projeter genre dans 15-20 ans, est-ce que tu seras toujours sur YouTube ? Franchement, je pense pas. J'espère avoir toujours, quoi qu'il arrive, un pied sur Internet. Je vois pas, déjà parce que Internet c'est pas l'avenir, c'est le présent. Donc c'est sûr que c'est the place to be et que j'ai grandi un peu avec ça. Après, pour moi, ce que je trouve intéressant, surtout avec French Nerd, c'est que on a tous, on n'est pas, on n'est pas des esclaves d'Internet. On est en relation libre avec Internet. Et Slim a fait du théâtre, Florent fait du théâtre depuis 10 ans. C'est le théâtre qui fait vivre Florent, c'est pas Internet. Et avec Slim, on a écrit un roman, là il va écrire un autre roman. Enfin, pour nous, c'est des plateformes où on utilise ce qu'il y a à utiliser. Donc on essaie d'être un peu partout, etc. Mais pareil, il n'y a pas de cheminement. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, ok, on va être sur Internet, rester là. Je sais qu'il y en a autour de nous, des gens qu'on connaît, des gens d'Internet, qui disent non, moi, mon but c'est de faire que Internet et jamais tu me verras à la télé, c'est un truc qui défendent. Nous, on ne défend pas vraiment ça, quoi. Nous, on est des chiens de la casse, on va là où on a besoin de nous, et là où on est accepté, et puis voilà, et après on fait des piques assiettes, on chope des trucs, après on se barre et on paye pas, quoi. Bon. On peut aussi ajouter qu'effectivement, la grande révolution qu'on va vivre dans les mois à venir même, c'est celle des supports de diffusion. Quand on parle de YouTube, on parle d'un terme générique, hein, en fait, puisque déjà c'est pas la seule plateforme pour diffuser, mais aussi on parle de quelque chose qui va se transformer. On sait que d'ici quelques mois vont arriver déjà des applications qui seront dédiées pour les téléphones portables, pour les tablettes, et qui permettront d'accès à du contenu original scénarisé.
qui sont spécialisées là-dessus, mais on sait qu'il y a aussi d'autres plateformes qui sont en cours de création et qui vont agglomérer, en fait, rassembler toutes les fictions qui sont disponibles sur le web afin qu'elles soient disponibles en un clic. Donc en fait, certainement le web sera encore là dans 10 ans. Est-ce que YouTube sera là dans 10 ans? Je ne sais pas. Et je ne sais même pas si c'est souhaitable en fait. D'autres questions? D'autres... Oui. Tu nous as dit que tu avais grandi avec du coup les films comme Retour vers le futur, Jurassic Park, etc. Et c'est ça qui t'a donné envie de faire des films. Aujourd'hui, quand tu sais que il y a une génération qui a grandi ou qui est en train de grandir avec Le Visiteur du futur ou tous les autres trucs qui se font sur Internet, Ouais. que ça donne ça donne à des jeunes l'envie de faire des films. Tu le vis comment? Je vis comment? Bien, je suppose. En fait, à chaque fois que quelqu'un, non mais sérieusement, à chaque fois que quelqu'un vient nous voir et nous dit ah là là, c'est grâce à vous que j'ai voulu faire des études de cinéma, à chaque fois je m'excuse pour auprès de leurs parents, tu vois, parce que je me dis ah putain, parce que c'est une galère, et donc d'un côté t'es fier des gens, t'es fier qui se lancent là-dedans, en même temps tu sais qu'ils vont en chier, donc tu te sens responsable, donc ouais, je le vis mal, ouais. Non mais non, je suis super fier. C'est vrai qu'on va avoir des nouveaux cinéastes, vidéastes 3.0 qui n'auront pas les mêmes références que nous, tu vois. Et moi je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce qu'ils vont mélanger des trucs que nous on n'aura pas. Au final, moi je reste assez traditionnel en termes de narration, et etc. Chaque fois qu'il y a des gens qui me parlent, ouais, tu veux pas faire un truc interactif, un truc où les gens votent, et je fais, c'est compliqué, non, je suis désolé, Spielberg ne faisait pas ça. Au final, je me rends compte que j'ai des préacquis un peu de vieux, quoi. Et il y a plein de trucs, sur le VR, les Oculus. Ça me dépasse complètement, et pour l'instant, j'arrive pas à comprendre comment on peut raconter une histoire avec ça, et t'as un gars qui va le trouver. Je vais dire, mais non, on fait ça, et il va révolutionner tout ça, tu vois. Donc ça va être hyper intéressant, je pense, pour ce qu'on va vivre ces prochaines années, et je vais très vite vieillir, je pense. Non, puis aussi, ce qui est important, c'est la révolution technologique qui accompagne aussi tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes auteurs qui sont pleins d'idées et forcément aussi bourrés de talent, ont à leur disposition tous les outils techniques qui leur permettent de passer à l'acte. Mais sans vouloir faire Montréal, ce qui est très important, quoi qu'il arrive dans tous les formats que tu mélanges, les supports, les trucs transmédia, etc., c'est toujours l'histoire, et ça, je vous le dis à vous si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est le truc qui ne va pas changer vraiment. C'est le truc où ça n'a aucun rapport avec la technologie et avec les moyens financiers, c'est l'histoire, c'est le scénario, c'est un document Word, quoi. Donc ça, c'est le truc qu'on n'apprend pas assez, j'ai l'impression, ou qui n'est pas assez mis en avant comme étant le truc le plus important. Parce que chaque fois qu'on me dit mais quelle caméra vous utilisez, j'en sais rien. Je sais même pas quelle caméra existe maintenant qui est accessible pour des étudiants et tout. Par contre, je sais que écrire, c'est un truc c'est pas que moi je suis 90% de mon énergie, elle est dans l'écriture, elle est dans apprendre à écrire. J'ai l'impression que j'apprendrai jamais assez. Être auteur, c'est le seul métier, seule activité où à 70 ans, tu peux toujours apprendre. Tu vois, es toujours en train de continuer à apprendre, etc. C'est pas comme être, je sais pas, joueur de foot où à 28 ans, c'est fini, tu vois. Donc pour moi, j'ai vraiment cette impression que écrire, être auteur, et auteur donc pour le web, ou pour le cinéma, ou pour les romans, c'est le plus important, et c'est ça que les gens retiennent au final, quoi. C'est dur à retranscrire, parce que ça ne se voit pas vraiment, ça se voit dans les images, mais c'est pas tangible comme truc, quoi. Une caméra, tu peux la voir et tout. Un scénario, ça ressemble à rien en soi. Et ça, pour moi, c'est le plus important, et je veux pas te donner de leçons là-dessus, mais concentrez-vous là-dessus, quoi. Renseignez-vous le maximum possible sur les scénarios. Il y a des livres qui parlent de ça et tout, et je pense que vaut mieux tous les lire qu'en lire qu'un et appliquer que les méthodes d'un Robert McKee ou d'un Truby. Vaut mieux en lire plusieurs et faire sa propre méthode. Mais ça, c'est sans fin. Je veux dire, c'est un truc que vous n'avez pas fini d'apprendre à écrire, et après utiliser les supports à votre disposition pour transmettre vos idées, quoi. Mais l'écriture, c'est la base. Vraiment, vous pensez à votre format. Si vous avez une histoire qui dure 90 minutes et qu'elle peut être racontée qu'en 90 minutes, ne vous lancez pas dans une web-série. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que quand on a fait le roman du Visiteur avec Slim, on a vraiment construit l'histoire pour être un truc
qui n'ait pas le sens d'être adapté. On se dit, ok, c'est une histoire qui se passe dans la tête des personnages. Il n'y a que dans les romans où on peut être vraiment dans la tête des personnages, donc ça va être ça notre support, quoi. Voilà, c'est important, ouais, comme dit Joël, de bien penser votre support. Et surtout, voilà, c'est ça, c'est que si vous faites une pièce de théâtre, faites pas une pièce de théâtre où il y a des explosions, par exemple. Tu vois, ça sera compliqué, et ça va juste créer des incendies, tu vois. Et le théâtre, par exemple, a des capacités à faire passer des monologues, des trucs qui seront moins accessibles en fiction filmée et tout ça. Donc chaque support a ses avantages qu'il faut réussir à capter et dire ok, ça je sais qu'en web je peux me permettre ça et tout. Et nous quand on a commencé, alors c'est là où moi c'est plus trop d'actualité, mais quand on a commencé le Piston Futur, le support web permettait d'être un peu à l'arrache, d'être pardonné. On se disait ah c'est pas très beau, c'est pas grave, c'est sur le web. Je dirais que maintenant on a moins cette excuse là, donc on en a profité au bon moment. Mais ça nous permettait ce format un peu what the fuck et tout ça, un peu rapide, hypercut, etc. qui en télé aurait pas eu de sens. Les gens ils zappent dessus, ils arrivent à la moitié d'un épisode de 2 minutes, ils comprennent pas, ça n'a aucun sens pour eux. Et Internet nous a permis de donner du sens à ces histoires-là. Il nous reste 0 minutes et 0 secondes, mais ça ne nous empêche pas de faire une belle salve d'applaudissements pour François quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et à tout à l'heure, j'espère, à 18h15 sur la grande salle pour voir des nouveaux trucs.